Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On va parler, comme vous l'avez vu, de Farinelli, le plus grand castrat de son temps, qui est encore considéré aujourd'hui comme le plus grand chanteur de l'histoire de l'opéra. Alors, on va voir sa vie en deux étapes. Aujourd'hui, nous parlerons de sa formation ainsi que de sa carrière publique, et puis nous parlerons dans un second temps de son retirement de la vie publique et donc de ce qu'il a fait, de ses talents et de ses dons. Alors Carlo Broschi, de son nom de naissance, est né à Andria, une petite ville à côté de Naples. Il est d'une famille de la petite noblesse italienne et on le verra, les postes de son père ont été importants pour lui apporter des mécènes et des appuis. Carlo Broschi est né dans une famille de musiciens. Son frère Riccardo, de 7 ans, son aîné, était déjà dans le conservatoire Notre-Dame de Lorette de Naples lorsqu'on décide que Carlo, par ses aptitudes précoces au chant, va être dirigé vers le chant, mais tout spécialement vers la carrière de castrat. Alors la carrière de castrat, c'est quelque chose qui nous paraît incroyable aujourd'hui. En tout cas, l'opéra baroque a vraiment développé une poétique du merveilleux, de l'incroyable, dans lequel la spécificité des timbres a été mise en valeur et les castrats avaient une voix hors du commun par bien des aspects, nous en parlerons, et donc les castrats étaient très reconnus. La carrière donc de castrat était très intéressante pour les familles dans la misère, évidemment, puisqu'elle pouvait permettre à un moment d'accéder à la notoriété et d'être connu. Ce n'est absolument pas pour cette raison que Carlo Broschi va être dirigé dans cette voie, puisque nous l'avons dit, il appartenait à la petite noblesse et il est vraiment en dehors des autres castrats de son temps par rapport à sa classe sociale. De son côté, c'est vraiment l'amour de la musique qui l'a dirigé vers l'opération que nous appelons l'orchidectomie et dont nous allons parler. Alors cette opération extrêmement grave qui était pratiquée à l'époque avait pour conséquence sur la voix de ne pas permettre la mue, puisqu'on empêchait la fabrication de la testostérone, et donc en empêchant la mue, l'homme allait garder en pleine voix de poitrine, qui est la voix la plus pénétrante, la plus mordante. Dans cette voix-là, il allait garder entre 10 et 13 notes, et ce qui était supérieur déjà à la voix de soprano, et puis un timbre très brillant. Et dernière caractéristique fondamentale, c'est que la cage thoracique se développait de façon anormale. On appelle ça des cages thoraciques en carène. Et cette cage thoracique au développement anormal permettait une capacité pulmonaire hors du commun. Par cette capacité pulmonaire, avec un travail quotidien extrêmement rigoureux, le jeune castrat pouvait avoir une voix extrêmement ductile, il pouvait travailler la vélocité, et puis il avait aussi une étendue de souffle incroyable qui permettait de tenir, pour ce qui est le cas de Farinelli, de plus d'une minute sans respirer. Alors nous l'avons dit, il y a des avantages, évidemment on ne va pas parler des inconvénients, on sait bien que cette opération empêchait aux hommes de procréer. En revanche, elle ne les rendait pas impuissants et c'est la raison pour laquelle on connaît les frasques de certains castrats qui firent scandale à leur époque. Il y avait aussi la barbe qui ne poussait pas, il y avait des castrats qui grandissaient un peu plus que la moyenne, et c'est pour ça qu'on peut voir sur quelques caricatures des hommes spaghettis extrêmement longs, fins, avec des cages thoraciques très développées. Voilà la caricature du castrat. Alors Farinelli va être dirigé vers cette carrière. À l'âge de 9 ans, il va être opéré, et puis de 10 ans à 15 ans, il va suivre une formation intensive. Alors là, c'est vraiment une chance pour Carlo Broschi, c'est que son talent précoce et puis les appuis certainement de son père vont lui permettre d'étudier auprès de Niccolò Porpora, un professeur particulier et donc en dehors des 4 conservatoires napolitains. Ces 4 conservatoires étaient très prestigieux, ils ont formé certains des plus grands musiciens d'Italie et d'Europe, mais ils avaient plusieurs désavantages. Le premier, c'est que pour subvenir aux besoins de l'établissement, on faisait travailler les élèves qui allaient dans la ville rendre des services liturgiques par le chant, et ces services-là étaient extrêmement contraignants en plus du travail musical quotidien.
Le deuxième aspect vraiment gênant, c'est que les enfants étaient divisés en deux, les entiers et les non entiers. Et même si cette distinction était là pour favoriser la constitution un petit peu fragilisée des enfants castrats, fragilisés aussi bien sur le plan physique que psychologique, cette distinction les mettait quand même un peu à l'écart du reste des enfants. Rien de tout cela ne va peser sur Carlo Broschi, nous l'avons dit, il va avoir un professeur particulier, puisque c'était la deuxième façon d'étudier la musique à cette époque-là. Il pouvait y avoir des contrats passés entre un professeur et la famille, qui faisaient que le professeur prenait l'élève chez lui, lui prodiguait enseignement, le nourrissait, et parfois même lui fournissait les vêtements. Et puis, il y avait différentes façons pour le maître de se payer. La façon la plus courante était qu'il était rémunéré sur les succès futurs de son élève. Il avait donc tout intérêt, d'une part, à le suivre d'une façon particulière, et puis à ce que l'élève réussisse, puisque c'était comme ça qu'il allait réussir à gagner sa vie par la suite. Carlo Broschi va donc étudier. Ce qu'il étudie avec Porpora, c'est évidemment le chant. Dans le chant, il va y avoir principalement la technique de souffle. Nous l'avons dit, il fallait développer un souffle extrêmement développé, d'une part pour qu'il puisse soutenir la voix d'une belle façon, et puis aussi pour tenir de très longues mesures, de très longues secondes les partitions. Et puis il travaillait également la composition, puisque parmi les composantes de l'opéra baroque, il y avait le fait d'ornementer. Les chanteurs devaient ornementer, improviser, donc il fallait savoir improviser dans la partition, et cela était extrêmement difficile, puisque montrer son talent sans gâcher, sans gâter la partition n'était pas évident. Ils étaient donc formés à l'ornementation, qui était considérée comme une deuxième phase de création après celle du compositeur. Enfin, Carlo Broschi était également formé au clavecin comme tous les autres pour pouvoir s'accompagner en chantant. Au terme de cette formation, il va se produire en public, et la première fois ce sera alors qu'il a 15 ans, en 1720, et qu'il va se produire pour une sérénade lors de l'anniversaire de l'empereur d'Autriche. À ce moment-là, il va également avoir la chance de rencontrer le librettiste de cette sérénade, le librettiste que l'on n'appelle pas encore Métastase, mais Pietro Trapassi, qui sera, on le sait, un élément fondamental dans le développement du bel canto par l'écriture de ses livrets. La vie publique commence, et à ce moment-là, il ne s'appellera plus Carlo Broschi pour le public, mais Farinelli. Farinelli en hommage à la famille de magistrats napolitaine, les Farina, qui l'ont aidé, qui l'ont appuyé dans sa formation. Donc voilà, on arrive dans la deuxième phase de vie de Farinelli, celle où il va commencer sa vie publique. Il va être tout de suite très reconnu pour ses talents. D'une part, on sait que Farinelli possédait un souffle extrêmement long. Il était maître dans l'art de filer en son. Le son filé était vraiment l'art suprême des castrats, qui consiste à commencer une note extrêmement doucement, à l'enfler crescendo jusqu'à son paroxysme, et puis à décrescendo, faire disparaître petit à petit le son dans un souffle. Cette opération-là, pour Carlo, pouvait durer plus d'une minute, et puis il était capable, sans prendre sa respiration, de commencer les premières mesures de l'œuvre à la suite. Pour ce qui est de l'étendue vocale, il était capable de chanter le contralto le plus grave jusqu'au soprano le plus aigu, donc une étendue extrêmement large. Et donc il va être très vite reconnu pour ses talents. À 23 ans, on dit qu'il est le chanteur le plus riche d'Italie. Il faut dire qu'en ce début de XVIIIe siècle, on est vraiment dans la période folle dans laquelle tous les théâtres s'arrachent les grandes vedettes pour obtenir la suprématie musicale dans leur ville. Évidemment, Carlo Broschi va beaucoup chanter à Venise. Ça fait partie des villes dans lesquelles les cachets étaient absolument mirifiques pour faire venir les grands chanteurs.
Après ça, Farinelli va quand même peu se déplacer. On sait déjà à cette époque que les grands chanteurs faisaient des carrières internationales. Ça ne va être très peu son cas. Pour sa part, il va beaucoup plus rester en Italie. Après ça, les choix ne sont pas les siens, les choix sont ceux en majorité de Ciccinio Pepoli, un comte bolognais qui a pris sous sa protection Farinelli. Il est devenu d'une part son ami intime, mais à l'origine son impresario. C'est lui qui prend toutes les décisions sur la carrière de Farinelli. On va donc avoir des déplacements uniquement dans la péninsule, en dehors d'un voyage à Vienne en 1732. En 1732, pendant ce voyage à Vienne, Farinelli va être enchanté par ce voyage, au cours duquel il va rencontrer, en plus de la famille impériale, une famille vraiment de musiciens, une famille dont il dira lui-même qu'ils l'ont reçu comme un fils, et il va recevoir au terme de ce voyage le titre honorifique de chanteur de la cour, qui va lui permettre d'avoir une rente à vie en plus de cadeaux magnifiques. Lorsque Farinelli rentre de ce voyage à Vienne pour l'Italie, il ne le sait pas encore, mais il lui reste plus que 2 ans à faire carrière en Italie. Après ça, il partira pour Londres et puis après ça, il n'aura plus du tout de carrière. C'est donc les 2 dernières années sur la scène italienne et puis les Italiens perdront celui qu'ils appelaient il ragazzo, le jeune homme, parce qu'ils avaient, par rapport à l'amour inconditionnel qu'ils avaient pour ce grand chanteur. En 1734, Farinelli, sans en demander d'ailleurs l'autorisation à Ciccinio Pepoli, va décider de quitter l'Italie, et cela certainement pour plusieurs raisons. Il a certainement constaté que, au contrario de beaucoup d'autres chanteurs, il n'est pas sorti de la péninsule italienne. Il y a aussi certainement le fait qu'il se retrouve un peu seul. Son frère Riccardo est à Londres, son maître Porpora l'est également, et puis évidemment le facteur déclencheur, c'est que le Théâtre de la Noblesse de Londres va lui faire une offre pour qu'il vienne rejoindre la troupe donc, de ce fameux Théâtre de la Noblesse. Farinelli part donc en 1734, il rejoint son professeur, son frère et une troupe prestigieuse dans laquelle il va retrouver Senesino, un très grand castrat de son temps, ainsi que Francesca Cuzzoni, considérée comme la première grande soprano aiguë de l'opéra. Et on va voir les avantages et les inconvénients que va rencontrer Farinelli à Londres. Alors l'avantage, nous l'avons dit, c'est qu'il retrouve des proches. L'autre avantage, c'est qu'il va être adulé par la nation, par la ville de Londres en particulier. Il va être choyé par la noblesse, il va recevoir des présents absolument incroyables et inestimables. L'inconvénient, c'est qu'il arrive en pleine querelle. En pleine querelle parce que Handel, qui avait une troupe dans laquelle se trouvaient Senesino et la Cuzzoni en particulier, s'est brouillé avec ses musiciens et puis se sont donc séparés tous ces grands personnages. Handel est soutenu par la famille royale, mais le prince de Galles, le fils du roi et de la reine, a décidé de soutenir Senesino et la Cuzzoni et de monter le Théâtre de la Noblesse pour faire barrage au talent de Handel. Farinelli se retrouve donc au centre d'une querelle avec tous les autres, et évidemment, comme les querelles ont une fin, eh bien, l'attrait pour Farinelli et pour les autres vont en avoir un. À un certain moment, on va se rendre compte que payer 2 troupes de musiciens, c'est beaucoup trop lourd, surtout par rapport au cachet mirifique que l'on leur donne pour les faire venir et pour faire barrage à Handel. Et donc, l'attrait pour ce théâtre de la noblesse va aller décrescendo. Le prince de Galles lui-même va finalement un petit peu abandonner cette passion qu'il avait eue pour l'opposition. Et donc Porpora va décider de quitter Londres. Avec lui vont partir Francesca Cuzzoni et puis Senesino. Et le Farinelli va se retrouver un peu seul dans cette atmosphère-là. Il va supporter quelques temps et puis, sans même finir les représentations d'opéra, en 1737, il décidera de partir. Il décide de partir puisque là aussi il a été appelé, c'est Elisabeth Farnèse qui fait appel à lui pour aller au chevet de son mari qui est en proie à de grandes crises de démence, et Elisabeth Farnèse croit fermement en la capacité de Farinelli de sauver son mari.
Il y a donc un terme qui se pose à cette carrière londonienne qui a été très courte, 3 ans uniquement, mais extrêmement dense. Farinelli va être, on l'a dit, comblé de présents. Il est en même temps au fait de sa gloire et j'aimerais vous faire découvrir tout de suite une œuvre majeure de son répertoire, Son Qualna avec Cagitata, qu'a écrite pour lui Riccardo, son frère, et dans laquelle on retrouve un développement absolument frénétique d'acrobatie. Alors, je ne vous le mets pas dans son intégralité, je vous mets un petit passage et puis je vous laisse le soin de le découvrir ensuite par vous-même. Il est servi ici par la voix de Cecilia Bartoli. Si confonde e spaventava soltanto in alto mar, in alto Voilà, vous avez pu entendre par vous-même un petit échantillon de ce qu'on peut imaginer être le talent du grand Farinelli qui arrive à ce moment au fait de sa gloire et sans le savoir à la fin de sa carrière publique, puisque en quittant l'Angleterre et en arrivant en Espagne, il va se mettre au service de la famille royale d'Espagne et qu'il ne verra plus la scène publique. Je vous laisse sur cette note-là et j'espère que la découverte que vous avez eue aujourd'hui de sa carrière vous donnera envie de découvrir la seconde phase. Parce que c'est quand même très important de se dire qu'est capable de fournir un chanteur, un musicien avec un grand talent comme celui-ci lorsqu'il n'est plus dans la vie publique. Et si j'ai envie de vous le présenter, c'est que réellement Farinelli présente un aspect très, très intéressant. C'était un homme d'une grande intelligence et c'est vraiment dans la deuxième période de sa vie qu'on le voit. Il va être successivement confident de rois, organisateur de spectacles royaux et on va voir là se développer un grand nombre de ses qualités qui font de lui, comme dirait Pascal, un homme universel. Je vous retrouve en novembre pour cette deuxième partie.